Bonjour à tous, et voici la dernière collection que nous allons voir dans ce cours de C# pour cette 29e séance. On arrive bientôt à la 30e, donc de rien on avance, on a vu beaucoup de choses. Et nous allons parler des dictionnaires, comme le titre de la vidéo l'indique. Et je vous avais expliqué précédemment rapidement qu'il s'agissait d'un système de paires de clés et de valeurs. Donc à une clé, on associe une valeur, et c'est très pratique, vous allez voir, pour de la recherche, ou aussi pour de l'ajout d'éléments, peut-être que ça fonctionne. On va avoir en fait des scénarios bien intéressants et qui vont faire preuve d'efficacité en tout cas pour utiliser ce type de collection en C#. Comme d'habitude, généralement je vous fais une présentation un petit peu de tout ce qu'on retrouve, hein, globalement en tout cas. On a le type classique qui est la table de hachage, donc hashtable, ok. On a ensuite, donc c'est dans collection, hein, voilà, pour rappel. On a bien sûr ce que nous allons utiliser qui est dictionary. Attention, parce que ça, je sais que c'est une erreur qui va arriver très souvent, il n'y a qu'un seul N. Voilà, ce n'est pas comme en français, donc faites attention un petit peu à ça, sinon vous aurez des petits plantages et ça risque de poser problème. Et bien évidemment, dans un environnement thread safe, ici le nom ne change pas, on rajoute juste le concurrent au début, et nous avons ce type-là si vous êtes dans un environnement multithread, comme on aura l'occasion éventuellement d'en parler un peu plus en détail plus tard dans le cours. Ça c'est fait. Donc là, pas de règle particulière sur l'ordre comment on insère, est-ce qu'on enlève la valeur qui a été la première ou la dernière insérée, etc. On n'est pas dans une pile, on n'est pas dans une file, on va avoir quelque chose d'un peu plus flexible comme une liste, mais avec un fonctionnement aussi qui est bien propre, en tout cas, puisqu'on ne fonctionne plus qu'avec, comme je dis, de simples valeurs, mais avec un ensemble de valeurs, et c'est un type également, d'accord, c'est une key value pair, et c'est un type qui existe en C# pour représenter une clé et la valeur qui lui est associée. Donc c'est ce que nous allons manipuler dans les différents dictionnaires qu'on va pouvoir créer ici. On va en faire un, on va rester sur un exemple très simple aussi, hein. On aurait pu reprendre l'exemple des cartes de monstres, éventuellement vous pourrez vous amuser à le faire si ça vous chante, et on va retrouver un exemple simple ici, puisque je vais indiquer que les clés sont des entiers, et je vais indiquer ensuite que la valeur est une chaîne de caractères. Et voici les paires de clés et valeurs que nous avons pour notre dictionnaire. Je vais appeler ça numbers, vous allez voir que ça va être assez simple, hein, l'exemple pour illustrer tout ça. Et on va ensuite créer dictionnaire de tout ça, qui ne sera pas pré-rempli celui-ci. On va juste garder les choses telles quelles, mais on va pouvoir compléter en revanche. Allez, des méthodes qu'on a, il n'y en a pas énormément en tout cas, de celles que je vais vous montrer dans la vidéo, mais on verra un petit peu comment on va pouvoir travailler avec tout ça. On y va. On va aller dans numbers, et on va ajouter un premier élément, à savoir la méthode add. Et ici, vous comprenez un peu le principe, s'il y a une paire d'informations pour un seul élément, ça c'est une seule entrée, donc un seul élément. Je dis entrée parce que dans certains langages ça s'appelle entry, on ne parle pas forcément de paire, le nom peut changer voilà, d'un langage à l'autre. Et ici, vous allez indiquer les deux valeurs, comme les deux arguments en fait, qui se suivent. Donc la clé, ça doit respecter le type entier, donc je vais indiquer par exemple ceci, okay. Et ensuite c'est une chaîne de caractères, donc je vais marquer en fait l'équivalent, d'accord, le texte en fait correspondant au nombre qui est ici ou au chiffre qui est ici. Voilà, comme ça fera un dictionnaire, un exemple qui est suffisamment explicite sans être trop compliqué pour comprendre le fonctionnement des dictionnaires en C#. On va rajouter d'autres choses. Je vais faire par exemple ceci, et on va mettre 6, et on va en mettre d'autres un petit peu quand même, on va avoir quelque chose d'un peu plus complet. Voilà, comme ça, c'est suffisamment clair de comment ça fonctionne, un petit peu tout ça. Évidemment, si vous mettez ici une clé invalide ou qui n'existe pas ou qui est déjà prise, vous aurez des exceptions, toujours pareil, je ne fais pas encore une fois de try-catch à chaque fois, mais vous pourriez avoir une argument null exception, si vous essayez par exemple ici de saisir une clé nulle, d'accord, ou argument exception simplement, si bien sûr vous essayez d'ajouter un élément qui existe déjà, ou en tout cas une clé qui existe déjà, donc faites attention à ça, toujours pareil, quand je montre ce genre d'outil, partez toujours du principe qu'une méthode, est-ce qu'elle ne peut pas déclencher d'erreur ou d'exception? Et si oui, de toujours capturer ça pour traiter les erreurs éventuelles. Ne partez pas du principe que votre code ne va jamais déclencher d'erreur et que si ça marche là l'exécution, ça marchera tout le temps. Très important. Moi encore une fois en vidéo, je ne peux pas à chaque fois refaire un code 100% complet, sinon il faudrait faire ça dans plusieurs fichiers, plein de classes différentes, traiter tous les cas d'erreur, ce serait très long pour parler d'un sujet précis sur chaque vidéo. Mais vous devez bien sûr systématiquement le faire quand vous écrivez une application, et j'ai envie de dire même pour vous entraîner, même si c'est juste pour vous exercer, prenez l'habitude de faire bien les choses, sinon vous allez très vite apprendre de mauvaises pratiques, et désapprendre est souvent beaucoup plus compliqué que d'apprendre.
Donc attention un petit peu à tout ça. Voilà pour l'ajout d'éléments. Maintenant, bon, on va déjà voir ce qui se passe en temps normal, puisqu'on fait d'habitude, on fait à chaque fois ça. Donc on va réutiliser la même syntaxe pour parcourir l'ensemble. Donc de la collection. J'y arrivé. Voilà. On compile, on exécute, et nous avons comme ça parcouru l'ensemble. Donc là, vous voyez qu'on a un affichage particulier qui est représenté pour la paire, donc de tous les éléments qui sont représentés par des paires, mis entre crochets, séparés par une virgule, et c'est comme ça que C# gère ça par défaut. On pourrait bien sûr changer si on veut, mais voilà en tout cas comment sont affichés les différents éléments. Alors si on veut afficher un cas en particulier, parce que c'est quand même ça qui peut être intéressant, notamment que les clés ou que les valeurs, on va pouvoir effectuer le parcours autrement. Si je veux que les clés, donc par exemple pour chaque key, eh bien vous avez ici une propriété keys, attention au pluriel, très important. Et là dans ce cas-là, vous allez seulement afficher les clés. Donc je vais faire ça, que vous voyez un peu la différence. Voilà, donc vous voyez que ça correspond. Et bien sûr, s'il y a clé, il y a forcément l'inverse, donc l'autre plutôt, qui est values pour avoir seulement les valeurs. Donc je vous montre ça maintenant, comme ça ce sera fait. Je n'aurai pas besoin de revenir dessus, je ne l'oublierai pas surtout au niveau de la vidéo. Voilà, 15, 6, 3, 12. On a bien l'ensemble des valeurs qui sont transmises. Donc on retrouve vraiment tout ce qu'il nous faut, comme ça on voit en fait toutes les différentes valeurs. Alors si je reviens à l'exemple de tout à l'heure, par exemple je transmets que ça. Est-ce qu'il n'y a pas moyen finalement d'avoir les deux? Eh bien si, on a évidemment les deux. Vous pouvez donc, je vais refaire hop, une chaîne interpolée. On va indiquer donc clé p.key cette fois, d'accord, p.value. Donc là attention, c'est pas un ensemble de clés ou un ensemble de valeurs, c'est juste à la clé associée à cette paire, puisque ici en fait on récupère dans var une paire. En fait ça var, ça correspond à un key value pair. D'accord, c'est le type qu'on a réellement, mais rappelez-vous qu'avec var, ça permet en fait de laisser le compilateur déduire tout ça, déduire les types, et de gagner un peu de temps. Donc on va recompiler le code, et là vous voyez qu'on a tous les éléments qui sont récupérés, donc ça fonctionne très bien aussi. Donc vraiment après ça vous gérez comme vous voulez en fonction de ce que vous voulez afficher ou autre, ou ce que vous voulez traiter, mais ça fonctionne bien comme ça, et au moins on a vu un peu les différentes notations, notamment différentes méthodes. Donc si je résume un petit peu ce qu'on a vu jusqu'à présent, on a vu, dans ça que je devrais noter à chaque fois les parenthèses, que keys, values, ce sont des propriétés. Donc histoire de pas non plus pas se tromper un petit peu avec ce qu'on a. Alors évidemment on a des propriétés classiques, je pense que vous avez compris que count nous l'avions aussi, bien sûr. Je vous montre quand même parce que c'est bien aussi de voir comment c'est comment c'est compté. Comment on compte ça au niveau du dictionnaire. Je vais remettre P1 ici. Ça m'allait très bien pour l'exemple. On recompile. Voilà, donc vous voyez qu'il considère bien chaque paire comme étant un seul élément, c'est important, et pas un élément séparé à chaque fois. Donc il y en a bien 4, on a bien 4 paires de clés valeurs, donc c'est bien ça qui compte comme chaque élément d'un dictionnaire. Donc c'est bien de le prendre en compte et de ne pas l'oublier. Voilà, c'est pareil, je vous avais pas dit, bon dictionnaire, parce que c'est vrai que je l'ai dit plusieurs fois, même chose, il n'y a pas de différence, vous pouvez déclarer, initialiser avec une capacité initiale et initialiser en pré-remplissant avec un élément énumérable, comme je vous l'ai montré en exemple d'ailleurs avec la file dans la séance précédente. Donc vous pouvez comme ça retrouver un petit peu tout, si vous voulez. Au moins on fait un peu le tour de ce qui est disponible. Alors ce qui est intéressant aussi, parce qu'on a vu count, on a vu keys, on a vu values, d'accord, ok, pas de problème. Mais on va aussi avoir un accès par indice, puisque nous avons une clé. Donc l'avantage, c'est comme pour les listes, la lecture sera rapide, puisqu'il suffira d'indiquer quel élément on veut lire. Donc si je veux lire, donc dans Numbers, l'élément qui est à la clé 15, puisque c'est celle-ci, vous voyez qu'elles ne sont pas forcément dans l'ordre, ici c'est pas un système d'indices comme un tableau par exemple, où ça commence de 0, ça finit par la taille du tableau moins 1. Ici, c'est les clés que vous avez spécifiées lors de l'ajout. Donc bien sûr, il va chercher directement, il va accéder directement à cette clé et retourner la valeur, donc on gagne du temps. Pas besoin de parcourir la totalité du dictionnaire, c'est une table de hachage, ça n'a aucun sens. Il va directement en fait se positionner à l'élément qui correspond à la clé que vous demandez. Donc cette syntaxe fonctionne très bien et fait partie des propriétés qu'on a au niveau de C# pour les dictionnaires. On a fait le tour des propriétés que je vais vous montrer, on a fait le tour un petit peu
Bon, ça, on a fait un petit rappel sur comment on pouvait initialiser notre dictionnaire. On a vu un peu comment on pouvait parcourir soit par clé, soit par valeur, soit par la paire de clés-valeurs. On a vu qu'il y avait toutes ces possibilités-là. Et on va compléter un petit peu avec les autres méthodes qu'on n'a pas encore abordées jusque-là, même si vous allez voir ça rejoint très très vite les autres collections qu'on a vues. Donc pas grand-chose de nouveau, peut-être quelques termes, mais c'est tout. Donc maintenant qu'on a vu ça, bien sûr, on peut retirer un élément. Comment on retire un élément? Suivant sa clé. Donc je retire l'élément dont la clé est 3. Donc il n'y aura plus 3 dans le dictionnaire. Vous voyez que ça marche, il n'y a pas de problème. On peut faire un clear. Même si on connaît, je vous montre aussi, ce sera fait. On connaît, donc ça supprime tous les éléments de notre dictionnaire. Et on a deux méthodes particulières, puisque comme ici nous fonctionnons avec des clés et des valeurs, rappelez-vous que nous avions la méthode contains. Alors je vais remettre ce que j'avais noté ici, ce qu'on avait utilisé. Là, on avait vu dans les autres collections qu'on avait contains. Et bien ici, vous allez avoir pour chaque partie de la paire. Donc, est-ce que ça contient une clé en particulier? Est-ce que ça contient une valeur en particulier? Je vais laisser ça. Je vais remettre ça là, parce que ça va être de toute façon la fin de cette vidéo. Ça aurait été assez court aussi. Vous avez dit de toute façon, fil, dictionnaire, il n'y avait pas comme les piles. C'était surtout la liste en fait, où il y avait plein de choses à vous. Notamment au niveau de la comparaison, il y avait plein de choses à dire. Parce qu'on avait du tri, mais là, évidemment, ça va plus vite. Et on va faire numbers s'il contient la clé 12. Et ensuite, pourquoi pas numbers s'il contient la valeur. On va faire une valeur voilà, qui n'existe pas. Donc vous avez compris qu'on aura oui, non. Si on suit cet exemple-là, j'ai oublié encore quelque chose, je tapais trop vite. Comment ça? Else ne peut pas démarrer d'instruction. Ah mince. Au secours. Le point virgule, je vais dire comment ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Cette bêtise encore. Tapez un peu vite. Voilà. Oui, non, ça correspond. On a bien cette clé. On a bien la clé 12, elle est là, mais on n'a pas la valeur 2. On n'a que 15, 6, 3 ou 12. Donc ça correspond aussi. Et on aura fait comme ça un peu le tour des méthodes essentielles à connaître pour les dictionnaires que vous allez réutiliser le plus souvent. Mais surtout ça, pensez-y aux propriétés-là, de ne pas les oublier. Notamment de travailler avec carrément la paire de valeurs, parce que c'est un type vraiment de C# qui rassemble donc à la fois la clé et la valeur et qui peut être utilisé. Et faites attention, bien sûr, au niveau des erreurs, de ce qui peut déclencher des exceptions. Parce que pareil, contains key value, si vous essayez d'indiquer voilà, une valeur nulle, enfin une clé nulle, pardon, évidemment ça va déclencher une exception, argument null, exception, ou pas forcément d'ailleurs, parce que s'il fait une conversion, on va pas forcément l'avoir si la clé vaut nulle. Ah oui, non, c'est pas ça, c'est si la clé vaut nulle, oui, qu'on cherche quoi. Donc il faut faire attention de traiter un petit peu les différents cas d'erreur pour être sûr, et de ne pas faire, de pas vous dire que vous avez la garantie qu'une méthode fonctionnera à tous les coups, puisqu'il peut y avoir des scénarios où justement ce qu'on vérifie, je tente à vérifier, n'existe pas, et donc il est normal que cela renvoie une erreur, ou à minima renvoie un code pour indiquer que l'élément n'a pas été trouvé, comme c'était le cas avec le -1 qu'on avait vu dans une autre séance sur les collections. C'est tout bon, on a fait le tour, on aura donc vu en C# les piles, les fils, vous avez vu que ces deux-là avaient un fonctionnement bien particulier, qui est bien précis, qui s'utilise dans un scénario spécifique. On a vu les listes, les dictionnaires, là c'est beaucoup plus flexible, les listes c'est vraiment intéressant pour le tri. Le dictionnaire c'est intéressant pour organiser les éléments en mettant clé, valeur, et notamment la recherche qui est très rapide aussi, puisque vous pouvez chercher un élément suivant la clé, donc on gagne beaucoup de temps, on peut stocker beaucoup d'informations. Donc je pense qu'avec tout ça, vous avez largement de quoi faire. Et pareil, si un jour vous avez besoin de voir d'autres types, il y en a quelques-uns que j'ai pas forcément montré, mais qui sont très ressemblants à ça, c'est-à-dire que si j'avais fait des vidéos dessus, j'aurais quasiment fait un copier-coller de ce que j'avais dit là pour les exemples ici, puisqu'on retrouve quasiment la même chose. Une sortie de liste par exemple, vous verrez que c'est très similaire à une liste tout court, et si vous savez utiliser une liste, vous saurez utiliser une sortie de liste en C#, donc il n'y a pas de problème. Vous avez en fait appris plus que vous ne le pensez, plus que vous ne l'imaginez.
au niveau du langage, et comme ça, nous, ça conclut un petit peu ce chapitre sur les collections, même si la prochaine séance les concernera quand même, puisqu'on parlera des itérateurs. On verra un peu qu'est-ce qu'un itérateur, en tout cas comment il fonctionne au niveau de C#, parce que c'est assez différent à certains points que dans d'autres langages de programmation, pour le coup. Donc si vous avez suivi le cours Java en Python, si vous avez suivi C++, vous allez voir qu'il y a des particularités qui distinguent un peu les itérateurs tels qu'ils sont implémentés en C# que dans ces autres langages. Donc on fera une vidéo dessus. J'hésitais au début à le faire dans le cours, je voulais garder éventuellement ça dans les tutos. Puis finalement, comme on avait ce chapitre sur les collections, je me suis dit que ce serait pas mal de prévoir directement ça dans une séance, parce que c'est quand même important, c'est bien de savoir ce qu'est un itérateur et de savoir comment ça marche, en tout cas pour les connaissances, on va dire, élémentaires qu'on peut avoir en programmation. A très bientôt pour la suite de ce cours en C#. J'espère que c'était pareil, suffisamment clair, qu'on aura fait un peu le tour de tout ça. Et comme d'habitude, vous pourrez ou vous pouvez trouver les exercices de la chaîne concernant ce langage en particulier, y compris sur les collections. Et vous pouvez de toute façon ne pas attendre les exercices pour vous exercer. Vous pouvez trouver des exercices sur Internet ou faire vos propres exercices, vos propres programmes à vous. C'est encore plus intéressant. Et de partir sur des exemples comme on a pu le faire avec les cartes de monstres, où vous voyez que ça illustre davantage mieux ce qu'on peut faire, et c'est un très bon moyen de mettre en pratique tout ça et de voir, vous avez bien compris en fait comment employer et comment utiliser ces différentes collections. A bientôt tout le monde.